Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Mettons-nous d'accord aujourd'hui autour de Thomas Alexhauser, secrétaire général des centristes et conseiller départemental de l'Eure. Bonjour. Sophie de Menton, chef d'entreprise, présidente du mouvement éthique. Bonjour Sophie. Bonjour. Jean-Baptiste Moreau, ancien député, ancien agriculteur, consultant indépendant. Bonjour à vous. Bonjour Valérie. Et Jean-Luc Benamias. Bonjour Jean-Luc, membre de la Ligue des droits de l'homme. Et vous êtes ancien membre du Conseil économique, social et environnemental. Évidemment, on va consacrer, entre autres, voilà. Oui, vous avez été candidat à l'élection présidentielle. Vous voulez qu'on fasse votre CV? Les Verts, etc. On va évidemment parler de la loi immigration, de ce psychodrame, Je maintiens, hier, ils étaient tous contre moi sur le spectacle lamentable auquel on assiste depuis plusieurs jours. Tout le monde disait non, c'est la démocratie, c'est ça, oui. Mais bon, je trouve que je ne sais pas. Moi, j'ai reçu quelques messages d'amis, etc., qui sont pas très au fait de la politique, qui me disent mais je comprends pas, il se passe quoi? Qu'est-ce que les Français peuvent comprendre? Où est l'intérêt? Où est l'intérêt général? On en est effectivement à traiter tout le monde de fasciste avec la diabolisation d'un rassemblement national qui fait quand même 30% d'intention de vote. On a 80% pratiquement des Français dans un sondage ce matin qui sont d'accord avec la loi immigration, et on en est à des chicailleries politiques. Bref, on va parler de cette loi immigration avec vous dans un instant. Je vous ai demandé, en cette semaine de pré-Noël, de me proposer des livres, des idées de livres à offrir sous le sapin. On va commencer avec vous, Thomas Alexhauser, ça m'a fait beaucoup rire. Bon, moi c'est... où est la caméra? Là. Moi c'est un livre que je vais vous offrir à vous, ma chère, puisque c'est un collector, puisqu'il s'agit du guide du routard de mon département de l'Eure, naturel et insolite, et c'est un best-of, puisque celui-ci m'a été dédicacé par Philippe Glohagen, donc je vous l'offre. Comme ça vous donnera des idées pour venir découvrir ce magnifique territoire qu'est le département de l'Eure. Et il a été un tel succès que nous allons le rééditer l'année prochaine. Non. Puisque nous l'avons vendu à plus de 10 000 exemplaires, ce qui en fait un best-of. Et donc il y a tout un tas d'idées pour découvrir le château de Beauménil, le jardin de Giverny, le centre de Verneuil d'Arbres-et-Ditton. Et donc c'est mon exemplaire que je vous offre ce matin. Oh, c'est gentil. Écoutez, je suis très touchée, mais je viendrai chez vous alors, parce que je ne sais pas quel point de chute je vais avoir. Donc mais c'est un carton. Un point de chute pour dormir. Donc, avec plaisir. Allez, l'Eure, nature et insolite, le guide du routard. C'est une bonne idée d'offrir des guides du routard d'ailleurs. On vous le conseille. Jean-Luc, vous vouliez nous conseiller quoi comme livre? C'est beaucoup moins drôle. Ouais. C'est un livre qui est sorti en 1947 de David Rousset qui s'appelle Les jours de notre mort. Alors c'est terriblement d'actualité, me semble-t-il. Ça raconte l'histoire de ceux qui ont été internés, notamment à Dachau, dans les années 40-45. Ça avait été offert par mon oncle, qui était un résistant, qui a participé à la marche de la mort à la fin. Malheureusement, heureusement pour lui, il y a survécu. Il avait juste 30 kilos à la fin de la marche de la mort. Alors, c'est pas très drôle ce que je vous raconte, mais je pense que c'est assez l'époque, malheureusement. Bon, ça s'appelle et donc on le trouve facilement? Les jours de notre mort, on y va. David Rousset, les jours de notre mort, oui. Je pense que l'édition existe encore et on peut le trouver. Alors évidemment, c'est un livre très lourd à lire, c'est 800 pages, assez abominable. Bon, vous nous donnez envie là, on est dans l'esprit de Noël, on est dans voilà. Non, je ne suis pas dans l'esprit de Noël, je suis dans l'esprit de l'actualité telle que je l'ai vécue depuis quelques jours. Vous avez raison. Sophie de Menton, vous êtes un peu plus gai. J'ai un livre beaucoup plus gai, mais d'abord j'en ai 3. Alors j'en citerai qu'un, mais quand même. Sophie. Il y a le dictionnaire des mots haïssables. Je ne dis pas un mot, mais c'est extraordinaire. C'est un livre anti-wokisme. Mais extraordinaire. Il y a la tragédie française qui est circonstante. Alors peut-être citer les auteurs. De Franz-Olivier Gisbert. La tragédie française, Franz-Olivier Gisbert. Il y a beaucoup de nos chroniqueurs qui voulaient en parler. Les mots haïssables, c'est de qui, Sophie? C'est de... on va le retrouver. Oui, je vais retrouver René, mais c'est très mal écrit parce que c'est en... allez-y. Alors, mon livre absolument extraordinaire s'appelle Le plus grand menu du monde. C'est un monsieur qui s'appelle Bill François, qui avait écrit déjà L'éloquence de la sardine, ce qui était absolument enchanteur. Mais ce livre est un livre d'une culture incroyable. Il faut vraiment l'acheter parce que c'est un scientifique, c'est un historien, etc. Et à travers les aliments, à travers les menus,
il vous raconte l'origine aussi bien du produit que le moment où il est né, et c'est un bouquin mais d'une culture inimaginable. Et vraiment, il est biophysicien en plus, naturaliste, écrivain. Il y a de l'humour, de la poésie. Pas besoin de, par exemple, il vous raconte que les cachalots épicent nos légumes, que c'est la mouche qui a inventé le fromage. Mais c'est merveilleux. Donc ça, c'est gai, et je pense que comme c'est une période où on pense beaucoup à se nourrir, c'est peut-être pas mal d'y rajouter une touche intellectuelle. Ça s'appelle Le plus grand menu du monde, de Bill François. Il y a une préface de Guy Savoie, c'est chez Fayard. L'autre livre, vous en avez fait 3. Le dictionnaire des mots c'est Samuel Piquet. Voilà. C'est au Cherche Midi. Et le Franz-Olivier Gisberg, je vous conseille, il y a un coffret magnifique avec ces 3 livres qui retracent la vie politique française. Si on a trop dépensé pour les cadeaux. Voilà, tragédie française, Franz-Olivier Gisberg. Et vous, cher Jean-Baptiste Moreau? Alors moi, c'est un livre qui traite d'agriculture, voilà, forcément. Pour changer, mais je suis un peu obsessionnel. C'est le livre de Gaspard Koenig, Humus, qui a reçu le prix Interallié récemment. Et c'est un livre qu'on m'a offert et que j'ai découvert. Alors j'y allais un peu à reculons, je dois dire, parce que voilà, vous savez moi, tout ce qui est un peu alors je vais fâcher Jean-Luc Benamias, mais tout ce qui est écologie dogmatique et tout ça, j'ai un peu de mal avec ça, mais c'est pas du tout ça en fait. C'est 2 ingénieurs agronomes, 2 amis d'enfance qui découvrent le ver de terre dans une conférence et l'importance du ver de terre dans les équilibres aujourd'hui. Il faut savoir que le ver de terre, c'est la plus grosse biomasse. C'est 1 à 3 tonnes à l'hectare de ver de terre dans des prairies notamment. Ça veut dire quoi exactement, biomasse? Biomasse, c'est-à-dire d'être vivant, quoi. C'est 1 à 3 tonnes. Sur chaque hectare, vous avez 1 à 3 tonnes de ver de terre. Là, si, on le sait peu, et il a un rôle essentiel parce que c'est lui qui décompose la matière organique en partie avec des bactéries et des champions, et c'est lui qui crée l'humus. Et humus, qu'il faut savoir, c'est que le titre du livre c'est humus. Humus, c'est lié à homme, c'est la même racine latine que homme, donc c'est l'interconnexion parce que c'est la décomposition de la matière organique qui crée l'humus, c'est les terrains fertiles, et voilà, et ces 2 amis ingénieurs agronomes. Oui, ces 2 amis ingénieurs agronomes qui ont des trajectoires de vie, un qui vient du monde paysan, qui est du Limousin comme moi, et qui crée une start-up et qui va aller dans tout ce qui est écologie, finance verte et autres, et on voit tous les travers aujourd'hui avec des bulles spéculatives qui existent, avec des rapports humains qui sont un peu pervertis alors que lui vient de la terre. Et l'autre ingénieur agronome, lui, est un Parisien, fils de bourgeois, et qui va s'installer en Normandie pour reprendre des terrains, pour essayer de redonner vie à ces terrains qui ont été stérilisés par les pesticides. Mais alors je suis pas d'accord avec tout, mais c'est très documenté scientifiquement, c'est plutôt drôle, c'est plutôt bien écrit, et c'est une histoire de ces 2 personnages qui retracent des vies. Il y a de l'humour, mais c'est vraiment à lire, et une fin très surprenante. Il a eu le prix Renaudot, non? Interallié, je crois. Et il a été en lice pour le Goncourt. Donc vous l'avez lu, Jean-Luc? Très bon livre. Vous l'avez pas lu? Non, mais je le lirai, vu ce que je viens d'entendre. Tant qu'il existera des vers de terre, la nature continuera à exister. S'il ne n'existe plus, il n'y aura plus de nature. C'est ça. Humus de Gaspard Koenig aux éditions de l'Observatoire. À tout de suite. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Et on est avec vous de retour dans le studio de Sud Radio pour débattre et commenter l'actualité marquée évidemment par l'adoption de la loi immigration, avec ces polémiques, avec ou sans les fois du RN. Allez, sortez vos calculettes. Est-ce que c'est une véritable crise pour la majorité? Aurélien Rousseau, le ministre de la Santé, confirme au journal Le Monde qu'il va démissionner. Il n'est pas au Conseil des ministres ce matin. Est-ce que le RN est le véritable vainqueur? Comment le gouvernement a pu se laisser prendre au piège? Bref, beaucoup de sujets avec vous. Moi, je vais vous conseiller. Alors, il y a notre ami Christian de Villeneuve qui nous écoute et qui avait un livre à conseiller, Le dictionnaire amoureux du pouvoir d'Alain Minck, excellent et d'une très grande utilité pour comprendre la situation actuelle. Donc, je donne son coup de cœur. Et moi, je voudrais plonger dans le monde d'Harry Potter. Harry Potter, le guide ultime, le livre officiel. Voilà, ça change un peu des livres politiques, mais Gallimard a publié 2 livres exceptionnels sur l'univers d'Harry Potter. Je vous les montre pour ceux qui nous suivent. C'est tout l'univers, les décors. Alors, il y en a un des animaux fantastiques et l'autre, c'est vraiment... Alors, c'est vraiment un plaisir. Je sais qu'il y a des adultes aussi qui aiment Harry Potter. L'invitation à Poudlard, vous allez découvrir... J'ai aimé à lire avec Harry Potter. Le soir, étant jeune élève, je n'arrivais pas à couper la lumière et je lisais les pages entières, qui fait quand même
penser à la magie qui fait rêver ce livre. Voilà. J'ai beaucoup aimé J.K. Rowling quand j'avais 10-12 ans et c'est mes premiers grands moments de lecture, c'était ça. Voilà, donc le livre est magnifique. Moi, je déteste Harry Potter, mais le livre est magnifique. Gallimard Jeunesse qui a fait un boulot absolument c'est mon extraordinaire. Oui, absolument. Et donc le deuxième, les décors avec Minimalia, le studio graphique. Je vous conseille ces deux livres si vous cherchez encore des idées de cadeaux pour les petits et les moins petits. C'est très beau, très bel objet. On va parler évidemment de cette loi immigration. Juste un mot sur le président de la République qui va s'exprimer dans l'émission C'est à vous ce soir. Moi, j'avoue que je suis tombée de l'armoire en entendant ça. Ça méritait quand même une allocution présidentielle, non ? Enfin, ça méritait au moins un 20h. Qu'est-ce qu'on va dans une émission, au demeurant très bonne, mais d'infotainment, une émission parce qu'il où ne on reçoit pas parler, des artistes. Il veut pas parler tout seul, il veut qu'on l'interroge déjà. Oui, mais il veut qu'on donc il y a Patrick Cohen qui est excellent, mais le cadre d'une émission autour d'une table avec une cuisine, une émission qui va être enregistrée à 15h. C'est à l'Élysée, c'est Ah bon, c'est tourné à l'Élysée. Oui, c'est tourné à l'Élysée. J'ai échangé avec le président de la République cette nuit. Je dirais pas ce qu'on s'est dit parce que c'est pas dans ma politique de raconter ce qu'on peut se raconter, mais je pense que il devait s'exprimer. C'était impératif, notamment pour expliquer aux Français. Pourquoi pas ? Je veux dire, il y a des échanges journalistes. Il y a Patrick Cohen, il y a Lescure, il y a. Il a un nouveau DIRCOM, c'est peut-être lui qui a décidé. Je sais pas, mais pourquoi pas ? Enfin, je veux dire, une allocution, c'était une mauvaise idée parce qu'il y a besoin d'interaction, il y a besoin d'explications. J'ai aucun doute que Patrick Cohen va le pousser sur un certain nombre de choses et il a besoin de s'exprimer à la fois par rapport aux Français et à ce qui s'est passé effectivement au cirque politique et médiatique qui s'est déroulé depuis une semaine, et puis aussi par rapport à sa propre majorité. Je pense qu'il y a une nécessité d'explication et de clarification, parce qu'on voit bien avec la démission d'Aurélien Rousseau, avec les menaces de démission d'un certain nombre de ministres, dont un de mes amis qui est Roland Lescure. Vous pensez qu'ils iront au bout ? Parce que, j'en me souviens de Nicolas Hulot, il était à la France Inter, il a dit « je démissionne ». Aurélien Rousseau, il n'est pas au Conseil des ministres ce matin, c'est fait. Enfin voilà, c'est acté. Pour les autres, je sais pas. Je sais pour Roland voilà, je trahirai pas non plus nos discussions personnelles, mais voilà, il se pose des questions. Ils sont un peu dans le flou aujourd'hui, et c'est pas de la cosmétique et c'est pas des faux semblants et des apparences. Ils sont profondément heurtés, comme je le suis aussi, et ce qui m'a amené à m'expliquer avec le président de la République cette nuit. Je veux dire, on ne combat pas le Front National en lui courant après, en adoptant les fausses solutions qui sont les siennes, qui ne fonctionnent pas. Alors, on va revenir sur ce débat autour du Rassemblement National, peut-être juste sur le choix de l'émission. C'est enregistré à l'Élysée et c'est diffusé dans C'est à vous, une émission à 19h. Mais le choix de l'émission est symptomatique d'un président qui, pour moi, n'a pas de ligne ni de stratégie claire. J'ai le sentiment que son seul agenda 2024, c'est les Jeux Olympiques, les Jeux Paralympiques, le 80e anniversaire du débarquement et l'inauguration de Notre-Dame avec le pape. Et j'ai l'impression qu'on se situe dans cette bulle où il n'y a que ces rendez-vous internationaux qui comptent. Il n'a aucun agenda législatif français. On ne sait pas qu'est-ce qui va être les grands projets du reste du quinquennat. Nous ne sommes qu'en 2023, nous démarrons 2024 avec encore 2 années et demie, voire 3 années utile pour le gouvernement. Et donc pour moi, cette émission de ce soir, c'est encore de la poudre aux yeux. Il a projeté la fin de vie, là. C'est la fin de vie qui démarre. On ne sait pas de quoi demain va être fait sur la vie politique française. Il y a des choses à l'agenda parlementaire. Il y a le projet de loi agricole, il y a d'autres choses qui arrivent. On a un retour à la 4e République pratiquement. L'Assemblée est ingérable, soyons clairs. Oui, c'est pas exclu qu'il y ait une scission du groupe majoritaire avec une partie du groupe. Oui, absolument. Et je pense que le bipartisme avait un intérêt, à condition que le bipartisme tienne ses extrêmes, enfin ses extrémités. La gauche devait tenir ses extrêmes et la droite aussi. Ce n'est pas le cas. Donc on a une assemblée absolument ingérable. D'ailleurs, je sais même pas ce qui se passerait si on dissolvait, mais surtout, moi, je vous comprends pas parce que je suis, mettons, une Française moyenne. J'ai regardé la télévision hier soir, j'ai vu mon ministre de l'Intérieur, que j'avais trouvé plutôt courageux et dans certains cas pas mal, se mettre, mais à quasi insulter le RN parce que le RN allait voter la loi, sa loi. Enfin, attendez, on marche sur la tête. Mais la ministre de l'Intérieur qui fait une loi qui est revue et corrigée par la commission, voilà, ce qui est légal, qui n'avait qu'une envie, c'est que ce soit voté en fait, et qui se met
à l'Assemblée a expliqué pendant un quart d'heure pourquoi le RN n'aurait jamais dû voter ça. C'est le fond. C'est le fond. En tant que macroniste originel, c'est pas qui la vote la loi, c'est le contenu de la loi qui me c'est pas qui la vote. Je m'en fous que le RN la vote ou la vote pas. Sauf que le spectacle auquel on assiste en ce moment, c'est vraiment ça. C'est pourquoi est-ce qu'il s'en va, Aurélien Rousseau? C'est aussi à cause de ça. Non, c'est le contenu de la loi. C'est pas qui la vote. On s'en branle qui la vote. Quand on le reprend, on va le reprendre. Attendez. Oui, il y a beaucoup de choses qui me heurtent profondément. Jean-Luc Benamias. Oui, allez-y. On vous écoute. Si on ne s'aperçoit pas que la Ve République est en fin de vie, c'est qu'on ne comprend rien. Le président de la République ne sait plus comment gérer quoi que ce soit. Alors le cas de cette émission, et là, c'est le summum. C'est le summum. C'est anecdotique. Oui. Mais c'est anecdotique, mais ça dit des choses, Jean-Luc, quand même. Ce choix ça dit des choses, c'est-à-dire qu'il n'a strictement plus rien à dire aux Françaises et aux Français par rapport au brouillon général, et le terme brouillon est un terme impropre par rapport à ça, c'est bien plus grave, de ce qui se passe dans le pays. Ce qu'on a vécu depuis plusieurs semaines, et ce qu'on a vécu hier soir, et ce qu'on est encore en train de vivre, par rapport à un certain nombre de divisions dans ce qui était la majorité présidentielle, dans ce qui était la plus grosse force présente à l'Assemblée nationale. Ça n'est pas terminé. C'est pour ça que je dis que à ce niveau-là, on a besoin réellement, et on aurait besoin réellement, d'une redéfinition de ce qu'est réellement la République française et de ce qu'est réellement l'expression réelle de nos concitoyens. Eh bien là, cette crise n'est pas terminée, elle ne fait que démarrer. Et s'il n'y a pas, dans les mois qui viennent, des propositions adaptées à la situation, eh bien, nous irons de crise en crise. Mais ça veut dire quoi, des solutions adaptées à la situation? Ça veut dire que si on veut se passer de majorité, où il existerait des majorités avec le Rassemblement national, il faut passer, comme de nombreux pays européens, à la proportionnelle, où il y aura des gouvernements d'union nationale, avec la droite démocratique, avec la gauche démocratique, avec les écologistes, mais on se passera des gens de l'extrême droite. Et bien dans ce cadre-là, ça demande une redéfinition totale. Non, mais avec l'extrême droite là, l'extrême gauche, tout le monde trouve ça bien. De l'extrême droite et de l'extrême gauche. Je pense qu'il y avait une voie sur cette loi immigration entre la gauche qui a fait ce qu'elle fait depuis 40 ans sur l'immigration, à savoir botter en touche en votant cette motion de rejet pour surtout pas avoir traité le sujet. C'est ce qu'elle fait depuis 40 ans, qui a poussé les classes populaires vers l'extrême droite, parce que à force de pas vouloir traiter le sujet que les gens soient confrontés aux problématiques, eh ben ils ont fini par rejoindre l'extrême droite alors qu'ils votaient peut-être et sans doute à gauche avant. Exactement. Donc la gauche a fait exactement ce qu'elle a toujours fait. Là, cette motion de rejet l'arrange parce que comme ça, elle n'a pas eu à débattre, parce qu'elle juge que ce sujet est sale, ce qui est totalement. Enfin, je veux dire, on peut pas être de gauche républicaine et dire que l'immigration n'est pas un problème aujourd'hui et ne sera pas un problème à l'avenir, parce que on est sans parler du patronat. L'immigration est un problème général. Oui. Général. Oui. De l'ensemble des populations riches du monde. L'immigration n'est pas un problème que franco-français. Mais non, il est européen. Et c'est pour ça, c'est exactement la plus qu'européen. C'est exactement oui, mais ce que je voulais dire, c'est exactement ça. Cette nuit a été adopté au niveau européen le pacte asile-immigration qui durcit justement un certain nombre de choses, qui va créer des centres de rétention aux frontières de l'Union européenne. Et c'est là la vraie échelle efficace de lutte contre l'immigration incontrôlée. Non, mais si, ça changera. Cette loi-là d'hier va ne rien changer. Ça, on est d'accord. Mais on ne peut être efficace face aux vagues migratoires qui arrivent, parce que la vague migratoire actuelle, c'est de la rigolade par rapport à ce qui arrive avec le changement climatique. Je veux dire, ça va être x100, x1000, x10 000, j'en sais rien. Et donc, penser qu'au niveau franco-français, au niveau de chaque État, on va régler le problème, c'est une illusion totale. Et le seul échelon efficace au niveau de la lutte contre l'immigration, c'est l'échelon européen. Et ce pacte asile-immigration qui a été adopté cette nuit est une grosse avancée, beaucoup plus que la loi qui a été votée, le terme lutte contre l'immigration est totalement impropre lui aussi. Enfin, quand les personnes sont dans l'obligation de quitter leur pays, tu l'as dit, changement climatique, mais il n'y a pas que le changement climatique, il y a les guerres, il y a l'ensemble des problématiques de pauvreté. Enfin, qu'est-ce qui peut arrêter tout cela, si ce n'est le fait d'arriver à concevoir au niveau international comment on aide les pays en difficulté. Quand j'ai dit ça, j'ai pas tout dit. Je vous donne la parole, Thomas. Dans un instant, on continue ce débat. À tout de suite.
Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Autour de Thomas Elexhauser, Sophie de Menton, Jean-Baptiste Moreau et Jean-Luc Benamias, nous parlons de la loi immigration. Beaucoup d'angles dans ce qui se passe, dans ce qui se déroule depuis plusieurs jours. La majorité est-elle au bord de l'implosion? Le RN savoure son piège. La droite a dicté sa loi. Ben, si, il y a eu un piège parce qu'ils s'attendaient pas. Ils votent une loi, c'est toi qui as entendu le piège. Non, mais il y a un piège dans le sens où quand Marine Le Pen a annoncé qu'elle votait la loi, c'est là où le psychodrame a commencé. Ah mais oui, mais d'accord, mais c'est pas elle qui a entendu le piège. Oui, mais moi je suis désolé, je voudrais dénoncer à l'antenne, pardon Sophie, l'hypocrisie absolue du Rassemblement national sur ce que nous voyons. Et Darmanin hier a eu raison quand il a dit ce qu'il a dit à la tribune, parce que le Front National a refusé en bloc le texte du Sénat. Il y a les sénateurs Rassemblement National ont voté contre le texte du Sénat. Il s'agit là d'un texte qui est un accord entre la famille de la droite et du centre, du Sénat, les Républicains et la majorité gouvernementale. Ça n'est pas le texte du Front National et c'est une hypocrisie absolue. Ils ont annoncé hier leur vote sur quelque chose sur lequel ils sont en désaccord. Dans cette loi, il y a prévu la 10 000 régularisations de personnes pour des questions de travail et d'économie. Mais vous vous rendez compte de ce que vous dites? 10 000 c'est extrêmement faible, 10 000. Il y a plusieurs dizaines de milliers de migrants en France qui sont dans situation irrégulière et qui travaillent dans la société française, notamment dans l'agriculture, notamment dans tout ce qui est traitement, restauration et autres. Enfin, 10 000, ce chiffre est infime. Ouais. On n'a pas beaucoup entendu le patronat, Sophie, parce qu'ils sont quand même. Alors c'est un vrai sujet, Valérie. Ils sont quand même. C'est un vrai sujet parce que je suis assez d'accord avec ce qu'on dit. Il n'y a pas une immigration. Il y a des gens qu'on encourage de façon illégale à travailler, de façon à ce que ce soit légal après. C'est quelque chose de dingue. Le mouvement éthique proteste depuis des années. Vous ne pouvez pas dire à quelqu'un vous êtes illégal, vous risquez telle et telle chose et un patron, mais si vous avez travaillé, ce sera légal de vous donner un permis de travail. C'est une aberration. Donc je suis d'accord avec ça. Je trouve qu'on n'a pas été assez ferme, car il y a des gens formidables qui s'occupent des personnes âgées, qui sont dans les champs, qui bossent partout, qui font les travaux difficiles, qui bossent et dont les patrons sont contents, disons-le, et dont les patrons, et ça c'est par contre indispensable, paient les charges sociales et les déclarent. Et ça, je tiens à le dire, je n'admets absolument pas qu'on emploie des gens de façon illégale, que les papiers soient plus ou moins bidons. C'est pas à nous de vérifier la photo sur le... Non, mais attendez, c'est le cœur du problème. Parce que oui, il y a des centaines de millions, des dizaines de milliers de gens qui travaillent et qui sont déclarés, qui paient des impôts et qui sont dans les entreprises. C'est le sujet majeur. L'intégration ne se fera que par le travail. Le MEDEF a pas eu ils ont effleuré le sujet. En disant oui, les métiers en tension, ça veut rien dire métiers en tension. Ils sont partout, ces gens qui travaillent. Partout. Et dans l'agriculture, effectivement, et je peux que confirmer qu'il y a. Moi, en tant que député, j'ai passé mon temps à essayer de régulariser des gens qui travaillaient sur des exploitations agricoles et qui étaient en situation irrégulière. Et qui étaient formidables. Évidemment qu'il y a un enjeu à ce niveau-là. Vous aviez tous des coups de cœur et des coups de gueule, enfin en tout cas des remarques à faire. Jean-Luc, vous vouliez revenir sur cette notion d'appel d'air. Mais cette notion n'existe pas. Je viens de l'exprimer depuis plusieurs minutes, si ce n'est dans d'autres émissions de Sud Radio. Clairement, il s'agit de survie par rapport à un certain nombre de gens qui n'arrivent pas à survivre là où ils sont nés et là où ils devraient rester. Ils ne peuvent plus y rester. Donc c'est pas un appel d'air. En fait, cette notion est assez ignoble. Mais je suis d'accord. Je suis d'accord. Mais de penser que un migrant, une migrante, avec femme et enfant, se dit tiens, je vais pouvoir venir en France directement et pourquoi pas en Europe, parce qu'il y a un appel d'air. Mais cette notion est absolument ignoble. Sérieusement, elle n'existe pas. Les gens qui sont prêts à mourir en mer, aussi bien pour aller en Angleterre, aussi bien en traversant la Méditerranée, voire ailleurs,
ne pense pas une seule seconde à cette notion d'appel d'air. C'est ce que j'ai dit à mes collègues et anciens collègues sur les boucles hier, où on discutait énormément au sujet de ça. C'est qu'on n'arrête pas des gens qui crèvent de faim, de soif et de chaud bientôt avec la suppression des APL. Enfin, je veux dire, c'est totalement ridicule. Je suis d'accord avec vous deux. Je suis d'accord avec vous deux. Mais il faut quand même trouver une solution. D'abord, qu'il y ait une hypocrisie du RN certainement, et de toute façon, il n'y en a pas un pour rattraper l'autre dans cette Assemblée nationale. Je trouve ça hallucinant. Mais si on dit ça, et je suis d'accord, donc je suis moi-même très partagée en tant que chef d'entreprise et ayant même aidé la CGT à empêcher qu'on exige qu'on travaille illégalement des gens. Il faut quand même limiter cet afflux, car on ne peut pas l'absorber. Oui. Donc, et ça, on n'a pas la réponse. Par exemple, reconduite à la frontière. Non, mais la reconduite à la frontière pour des gens, alors là, qui sont sur notre territoire, et ça, j'en veux pas, qui ne travaillent pas, qui oui, mais enfin, sont on les violents. Renvoie pas, on ne peut pas. Donc, il y a aussi des lois, il y a des lois qui sont passées. À la frontière. Juste, je voudrais qu'on revienne, parce qu'il y a le fond et la forme. Il y a le fond de la loi, et puis il y a ce qui se passe en ce moment politiquement, avec une partie de la Macronie qui est clairement en train d'exploser. Oui, Jean-Baptiste Moreau. J'ai eu des échanges assez réguliers avec Sacha, parce que je trouve qu'on est copains. Voilà, donc effectivement, je sais, c'est une bombe à fragmentation qui a explosé, mais déjà dès le soir de la CMP conclusive. Hein, mais je sais pas où elle s'arrête. Honnêtement, je sais pas où elle s'arrête. Effectivement, on risque d'avoir une Assemblée nationale avec encore davantage de groupes et avec un truc qui va être impilotable, c'est-à-dire qu'il va falloir non seulement trouver des compromis avec les autres groupes politiques, mais il va falloir se trouver des compromis au sein de la majorité. Donc je sais pas honnêtement sur des textes structurants. Alors si c'est des textes pour dire le ciel est bleu et il y a des vagues dans la mer, ça va aller. Mais dès que vous aurez des textes un peu clivants, je sais pas comment on transforme le pays. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Parce qu'il y a 6 ministres hier qui ont menacé de démissionner. Une fois qu'ils menacent. Oui, c'est retenez-moi où je fais bon débarras. S'ils veulent partir, ils partent. Excusez-moi. Je suis d'accord. Thomas Alexhauser. Je suis d'accord. Moi, je veux dire bon débarras. Qu'est-ce que c'est que cette attitude de ministre qui dit si la loi passe, je démissionne. Je suis désolé, il y a une solidarité gouvernementale, il y a un président de la République, il y a une première ministre, un ministre de l'Intérieur. Ils ont dit on va porter une chevènement. Ça fait sa gueule, ça démissionne. Exactement. On va porter une loi sur l'immigration. Ils n'ont pas la majorité absolue. Il faut les voix des députés LR pour que la loi passe, considérant que les autres groupes s'abstiennent ou votent contre. Donc à partir du moment, il y a forcément un accord politique qui est mis en place. Donc soit on est d'accord, soit on n'est pas d'accord. Mais je suis désolé, quel est ce chantage? C'est absolument grotesque. Donc moi, je dis bon débarras. On marque une pause et on se retrouve dans un instant. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Et on est ensemble et nous commentons donc la loi immigration avec tout ce que cela implique. Il y a le fond, il y a la forme, il y a le chaos politique. On peut quand même parler de chaos. Est-ce que cet épisode va fragiliser le gouvernement? Je rappelle que plus de 70% des Français sont favorables à la préférence nationale. Donc les Français sont d'accord avec cette loi. Donc quand on voit les députés se déchirer et s'indigner... mais être un responsable politique, c'est pas flotter avec l'air du vent. Ça, c'est un destin de feuille morte. C'est une citation, je sais plus de qui elle est, mais toutes mes excuses, je me souviens plus. L'homme politique, il est là pour trancher pour l'intérêt général. Je veux dire, et c'est pas forcément l'intérêt général. L'intérêt général, c'est pas forcément 80%. C'est parce que 80% de la population est d'accord que c'est le sens de l'intérêt général. Ça s'appelle la démocratie quand même. Non, oui, ça a amené Hitler au pouvoir aussi. On peut enchaîner. Alors, on en est là. Mais on en est là. C'est pas parce que 80% de la population dit quelque chose que forcément ça va dans le sens de l'intérêt général. Non, parce que la somme des intérêts particuliers n'a jamais fait l'intérêt général. Non, mais quand 80% d'une population veut quelque chose, je pense qu'il faut en tenir compte. Ça s'appelle la démocratie. Il faut en tenir compte, mais il faut pas forcément le faire. Il faut expliquer pourquoi on le fait pas si on le fait pas. Voilà. Mais le constat sur l'immigration, le constat sur... Il fallait pas faire la réforme des retraites. Mais attendez, la réforme de l'immigration, c'est Darmanin qui l'a posée et ça a été mis à l'agenda par le gouvernement. Hein. C'est pas une PPL que les LR ont amené, ont forcé à passer au vote. Il y a des dispositions. Le gouvernement l'a voulu. Il y a des dispositifs intéressants dans la loi. C'est pas la question. Je dis qu'il y a eu des portes ouvertes, notamment sur les immigrés en situation régulière. Je répète, en situation régulière, où il y aurait une différenciation par rapport à un citoyen français classique. Ça, c'est juste pas admissible. Ça, c'est un point de rupture
profonde parce que c'est effectivement ça la préférence nationale. Et ça, je veux dire, ça introduit une distorsion entre des citoyens qui sont légalement sur notre territoire, qu'ils soient français ou pas français. Et ça, je veux dire, c'est absolument inacceptable. Ce que je trouve, moi, de toute façon, ça sera voulu par le Conseil constitutionnel. Hein, donc, Ce que je trouve incroyable, c'est que j'ai devant les yeux ce que contient vraiment le projet de loi. Il y a des trucs très bien et évidents. Et il y a des absurdités, mais même qui font rire. Par exemple, il y aura plus de demi-tarifs dans les transports pour les clandestins. Non mais attendez, enfin c'est risible. Non mais c'est ça qui est grave, c'est qu'on ne soit pas capable de distinguer l'essentiel, l'important, le bon sens. C'est dramatique. C'est anecdotique. Enfin non mais c'est très grave que ce soit anecdotique, évidemment. La vraie question, c'est est-ce que le gouvernement et le président Macron veulent encore gouverner ce pays ou pas? Parce qu'on ne peut pas gouverner à coup de 49.3. On passe des centaines de milliards de budget, de déficit, sans qu'il y ait le moindre débat à l'Assemblée, à coup de 49.3. Donc est-ce qu'on veut ou pas gouverner? Est-ce qu'on veut ou pas construire une majorité de projets? Et ce texte montre qu'on est capable, quand le gouvernement et les forces de droite et du centre s'entendent, de porter des textes de projets, des textes de gouvernement. Et je crois que les Français étaient contents de ça. Et je pense que c'est ce qui s'est passé hier, malgré l'attitude du Rassemblement national, est une bonne chose parce qu'il y a des avancées dans ce texte. Et il y a des forces politiques républicaines qui sont capables de travailler ensemble. Le Sénat est à majorité de droite et du centre. Et ils ont proposé un texte. Le gouvernement l'a soutenu. Il a été adopté hier. Et qu'est-ce qu'on aurait dit si LFI avait voté ce texte? Qu'est-ce qu'on aurait dit? Qu'est-ce qu'on aurait dit si LFI avait voté ce texte? Mais moi, je m'en fous qui vote le texte. C'est le contenu du texte qui me pose. Je vous ai dit exactement quel contenu du texte me pose problème. Qu'il vote, on s'en fout. Enfin, je veux dire, moi, ça me scandalise autant que le RN ou LFI le vote. Je crois que c'est pas le cas. Non, mais le débat depuis hier, on voit Jérôme Guedj qui s'étrangle, qui font des calculs en disant la loi a été votée. Oui, on s'en fout. C'est le contenu qui est important. On s'en fout, sauf que aujourd'hui, il s'écharpe là-dessus. Aujourd'hui, on a voté avec le RN, c'est dégueulasse. Cette loi est... Je peux vous assurer que ça dépasse pas le périph'. Ça, les gens sur les gens, ils s'en foutent. Franchement, Jean-Luc, vous en pensez quoi? C'est grave pour vous que le RN ait voté la loi? Non, ce qui est vraiment grave, c'est que la ligne politique qui a été définie par cette loi sur l'immigration est directement issue de ce que propose le RN ou le FN, ou l'ex-FN, depuis de nombreuses années. Il suffit de voir l'air absolument réjoui de Marine Le Pen. Enfin, les choses sont claires. Elle ne joue pas, là. Elle ne joue pas. Elle est entièrement dans la réalité, en tout cas dans sa réalité. Ne pas le voir, c'est être aveugle, sérieusement, car nous sommes dans cette situation-là, malheureusement. Elle a souri pourquoi? Que une majorité de nos concitoyens trouvent qu'il y a des choses à faire par rapport à la gestion des migrants. Oui, ça je peux l'entendre et on peut l'entendre, mais les réponses qui sont données ne sont pas les bonnes réponses. Ouais. Vous aviez... Mais la réponse, c'est pas une absence de réponse non plus. Non, mais j'entends bien. Mais il faudrait travailler autrement pour avoir une vraie réponse par rapport à cela. Et tu l'as dit tout à l'heure. Bien évidemment, ça se joue aussi sur ce qui se passe au niveau de l'Union européenne. Ça se joue aussi sur ce qui se passe au niveau mondial. Et à ce niveau-là, c'est aussi un grand désordre. Puis la seule qui avait été clairvoyante sur le sujet, c'est Delphine Bateau. Avec laquelle on a eu beaucoup de... Ouais, je voulais faire un coup de cœur. Oui, mais elle a bien voté contre hier soir. C'est une vraie parlementaire et c'est une vraie bosseuse. Et c'est quelqu'un qui bosse à l'Assemblée et qui est toujours réglo. Et elle avait dit qu'il fallait justement pas rejeter la loi avant qu'elle arrive et la discuter parce que c'est effectivement ça qui a conduit à cette situation ubuesque. Il fallait discuter de la loi, 3 mois s'il fallait, 4 mois s'il fallait, j'en sais rien, mais l'amender et la modifier pour que il y ait d'autres voix qui se fassent entendre que la droite et l'extrême droite. Tu le sais aussi bien que moi, la ligne définie par monsieur Darmanin, de toute façon, aboutissait à ce qui est arrivé hier soir. Mais le piège, c'est quand même refermé sur la gauche. C'est-à-dire que s'ils n'avaient pas voté cette motion de censure, il y aurait eu un débat sur ce texte. C'est eux qui n'ont pas voté le débat. Et alors, il y aurait eu un débat. Là, on leur soumet une loi. Il y aurait eu des amendements de la gauche qui seraient passés. Mais vous savez bien que, de toute façon, ce débat va encore avoir lieu, puisque le Conseil constitutionnel va annuler un certain nombre de propositions qui ont été faites et qui ont été votées. On ne sait pas. Thomas, oui, vous aviez... Oui, allez-y. Bah si, c'est sûr. Oui. Ouais, un mot sur Jean-Luc Mélenchon et ce tweet abominable et nauséabond une fois de plus. Il est champion du monde, vraiment. Je pense qu'on tombe là dans la folie d'une personne qui perd complètement
tout sens de la République dans notre pays. Un tweet hier évoquant l'écœurante victoire 349 pour la loi, sans les 80 voix du Rassemblement national. La marche commune du 12 novembre amène une loi votée et écrite en commun. Ouais. Un nouvel axe politique s'est mis en place. Je trouve qu'on tombe dans la folie, dans l'abject, avec tellement de sous-entendus qui sont abominables. Il perd tout crédit. Il avait eu un moment de grâce au soir du premier tour, disant c'est fini pour moi maintenant, la jeune génération, allez-y. Mais il s'accroche au moindre mot pour essayer d'exister, pour donner son venin. Je suis dégoûté de ce qu'est devenu M. Mélenchon, qui a été parlementaire, qui a été ministre de la République. Je trouve ça abominable. Parce que il cite cette date sans la nommer, de la marche contre l'antisémitisme. Il fait ce lien. Non, mais le lien lutte contre l'antisémitisme et marche contre l'antisémitisme et texte contre l'immigration, enfin texte qui vise à réguler l'immigration, c'est absolument lunaire. Enfin, je veux dire, Jean-Luc Mélenchon et la nouvelle Tati Daniel. Je veux dire, la vieillesse est un naufrage. On est tous à peu près d'accord quand même globalement. Mais que peut faire et que peut dire le président de la République face à cette situation? Oui. Il faut qu'il donne un cap, il faut qu'il prenne de la hauteur, il faut qu'il donne un cap, une direction, et s'il faut, il faut qu'il dissolve. Enfin, je veux dire, il y a un moment, comment il va arriver à trouver des équilibres politiques dans une Assemblée nationale aussi instable, où des gens ont été élus et dans la majorité présidentielle vont se retrouver peut-être dans un groupe de 40, 50 députés qui sera à part de la majorité présidentielle. Donc je veux dire, ça n'a plus de sens. Enfin, je veux dire, il faut redonner un cap. Parce que de toute façon, là, sinon, c'est tapis rouge pour Marine Le Pen en 2027. Enfin, je veux dire, là, aujourd'hui, s'il n'y a pas de changement, il va plus voter que des textes cosmétiques à l'Assemblée nationale. Il y aura aucune réforme de fond. Et dans ce cas-là, enfin, on sait qui gagne en 2027. Il y a même pas photo. Oui, Jean-Luc. Je confirme. Oui, je confirme. Mais quoi, dissolution, il va pas dissoudre. Non, il va pas dissoudre parce que tout le monde lui demande. Donc nous avons un problème dans ce pays, Valérie et mes chers amis. C'est qu'on ne peut pas poser de débat sereinement. Voilà. Quand j'entends le ton de notre ami Jean-Luc qui dit que nous ne pouvons pas faire autrement que d'accueillir des gens qui sont dans la difficulté, je voudrais qu'on puisse poser sereinement, posément des discussions. Je vais donner quelques chiffres. En 2019, la CAF a versé pour près de 100 milliards d'aides. Okay. Sur ces 100 milliards d'aides, on chiffre à peu près autour de 13 milliards les aides à des personnes étrangères. En 2021, la CAF, et notamment les APL, c'est 6,7 milliards à 2,7 millions de foyers. Si on y rajoute l'ALF et l'ALS, on passe à 15 milliards. Est-ce qu'on ne peut pas poser posément des sujets dans ce pays, de savoir si les choses sont bien attribuées, de manière proportionnelle, s'il y a un équilibre des choses, s'il n'y a pas des abus, Mais quels abus? 15 milliards sur 800 milliards, tel est le budget de la sécurité sociale et de l'État. Sur 800 milliards, 15 milliards. Il faut savoir pondérer les choses. Je veux bien qu'on travaille là-dessus et qu'on regarde exactement ce qui est donné ou pas donné. Mais enfin, c'est infime. Ouais. Alors, Sophie, elle écoute François-Xavier Bellamy. François-Xavier Bellamy. Ouais. Mais politiquement, ça va être compliqué pour le président. Oui, c'est très compliqué parce que effectivement, sa majorité, et je pense, moi j'ai connu la loi asile immigration. Qu'est-ce qu'il en pense, Emmanuel Macron, du texte, à votre avis? Il n'a pas le droit de le dire parce qu'il se parle. Je sais très bien ce qu'il en pense, mais comme je suis pas son porte-parole, je vais éviter de le dire. Surtout qu'il me l'a écrit cette nuit, donc je vais éviter de le dire. Mais voilà, après, il est conscient que ce texte, c'est pas l'alpha et l'oméga, on va dire, de la régulation de l'immigration. C'est pour ça que je revenais sur le texte européen aujourd'hui qui a été adopté, qui sera beaucoup plus puissant et beaucoup plus efficace. C'est pas la solution à tout. D'ailleurs, le président l'a dit. Oui, mais il avait dit, c'était son discours de la Sorbonne d'ailleurs, qui basait là-dessus. Mais c'est beaucoup plus compliqué à faire avancer parce que ça fait 6 ans qu'il est en discussion ce texte sur l'immigration depuis le début de ce mandat. Donc il aura la prédominance sur le texte français. Toujours, de toute façon, c'est bien pour ça que donc ce texte ne sert à rien. Ben non, il y a un certain nombre de mesures vont être shootées parce qu'elles sont contraires au droit européen même dans le texte qui a été voté hier soir. Donc c'est lamentable. Voilà. Tout ça est quand même ça très décrédibilise la démocratie parlementaire et effectivement ça affaiblit le Parlement de façon assez conséquente. Je pense que le Parlement n'a jamais été aussi faible sous la Ve République qu'il est aujourd'hui. Mais il y a sa faiblesse et il y a l'incompétence parce que ça c'est encore un non autre mais sujet. C'est un vrai sujet parce que le Sénat qu'on admire plutôt en France parce que c'est plutôt la chambre qui est jusqu'à peu on voulait le dissoudre et le supprimer. C'était même assez majoritaire dans le pays. Il tempère depuis pas mal de temps. Il a été utile pour Benalla quand même. Qui était un scandale peu pour moi importe, mais le Sénat a l'air plutôt sage. Mais qu'on fasse une commission paritaire qui
si j'ai bien compris, parce que je ne le sais pas, mais est inconstitutionnel. Ah si, c'est constitutionnel. Non, pas du tout ce qu'ils ont décidé dans leur loi. Ah oui. Ah ben ça, oui. Mais après, quand même, c'est pas un minimum de vérifier quand même. Ben oui, mais Yael Braun-Pivet le disait ce matin d'ailleurs qu'il faudrait, avant d'amender de façon aussi lourde un texte, que le Conseil d'État à minima se prononce sur la constitutionnalité des propositions qui sont faites. Ça paraît évident. Moi, c'est l'incompétence qui me fait peur. Mais c'est vrai que j'ai participé moi à des commissions mixtes paritaires parce que j'étais rapporteur d'une loi au quinquennat précédent. J'en ai fait 3 même. Effectivement, c'est des négociations entre groupes politiques du Sénat et de l'Assemblée nationale. On fait pas forcément référence à la Constitution à chaque minute. Et effectivement, derrière, certaines parties se font shooter par le Conseil Constitue. Oui, on se retrouve dans un instant avec, je vous demanderai de commenter ce tweet du syndicat de la magistrature. Syndicat de la magistrature. Le texte issu de la CMP est une honte absolue. Mélange d'inhumanité, de cynisme et d'indignité. Il est encore temps de sauver l'honneur républicain. Non, mais c'est une honte. Mais David Lisnard dit cette nécessaire loi sur l'immigration ne sera efficace que si elle est exécutée. Ils seront chargés de le faire. Les magistrats, la justice doit être rendue au nom du peuple français et non des combats militants de certains magistrats. C'est vrai que c'est assez étonnant. À tout de suite. Oui. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Et on se retrouve pour continuer de commenter cette actualité tourmentée, perturbée et étonnante pour les Français que nous sommes. Et donc, vous voyez ce tweet du syndicat de la magistrature que je vous ai lu, donc qui dénonce cette loi. Est-ce que c'est le rôle du syndicat de la magistrature qui va être chargé de la faire appliquer ? C'est pour le moins étonnant. Si les syndicats arrêtaient de se mêler de politique, je pense que ce pays se porterait aussi beaucoup mieux, globalement. Ouais. C'est-à-dire de politique. Ils défendent les travailleurs pour lesquels ils sont représentatifs, c'est pas le sujet, mais qu'ils fassent pas de la politique politicienne. C'est pas le but d'un syndicat en soi. N'oublions pas que ce même syndicat de la magistrature est à l'initiative du mur des cons, qui est pour moi une tragédie dans l'histoire démocratique de notre pays des 20 dernières années, dont les sanctions n'ont pas été suffisamment fortes. Et si on avait trouvé le même mur des cons dans je ne sais quelle partie d'extrême avec d'autres visages mis dessus, ça aurait été un scandale monumental et les gens auraient défilé dans la rue. Honte au syndicat de la magistrature. Honte. Jean-Luc ? Moi, j'ai du mal à m'exprimer par rapport à des syndicats qui sont représentatifs. Moi, je défends le syndicalisme dans toutes ses moutures, que ce soit au niveau des salariés, la FNSEA aussi, que ce soit au niveau des différentes des confédérations et autres. Donc, globalement, cette histoire de mur des cons est une sinistre connerie, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Mais enfin, c'était quand même dans un bureau qui était totalement fermé, qui n'était pas ouvert au public. Donc voilà, passons. C'est une connerie, évidemment. Sauf qu'à partir du moment où c'est public... Je rappelle, jusqu'au niveau de la magistrature, il y a un autre gros syndicat qui s'appelle l'Union professionnelle des magistrats, qui, assez souvent, est aussi très critique par rapport aux visions politiques gouvernementales. Donc ce n'est pas le seul, le syndicat de la magistrature, à avoir des positions, parfois, extrêmement contraire avec ce que décide le chef de l'État ou la majorité présidentielle. Alors sinon, vous avez le département du Lot qui refuse d'instaurer la préférence nationale dans les politiques dont il a la charge. C'est un département le problème, c'est qu'il socialiste. Il a la charge de la distribution des aides, mais il n'a pas la charge du cadre législatif. Donc je ne vois pas bien comment il va pouvoir le faire. Mais il y a quand même une parenthèse aussi, parce que pour donner l'autorisation à un immigré de travailler, maintenant le préfet, ce sera à discrétion selon les cas particuliers, pourquoi pas, mais on a enlevé l'avis des chefs d'entreprise qui proposaient, qui soutenaient un salarié qu'ils allaient employer ou qui était chez eux. Et maintenant, il n'y aura plus l'avis du chef d'entreprise. C'est quand même c'est pas un détail. Oui, c'est je pense dans l'esprit pour éviter d'avoir des chefs d'entreprise qui font venir volontairement de la main d'œuvre illégale pour pouvoir après on fait pas venir volontairement de la main d'œuvre illégale. D'abord, comment ferait-on? Ils viennent tout seuls. Je connais des réseaux organisés pour le coup, mais bon, bref. Qu'est-ce qu'elle va devenir? Il y a un système, ça ne vous a pas échappé, qui s'appelle les travailleurs détachés. Qui sont au niveau de l'Union européenne, c'est absolument légal, mais qui est d'une extrême complexité pour savoir quand le travailleur détaché reste dans le pays où il a été détaché, qu'est-ce qu'on fait? Il y a eu des clarifications de la directive, mais c'est vrai que pas encore assez. Quand c'est l'Europe, c'est normal. Un auditeur me dit tout ce temps et cette énergie perdue pour pas grand-chose. Oui, mais c'est exactement ça. C'est vraiment ça. C'est exactement ça. C'est qu'on rentre dans un cycle où on a fait une loi qui va cliver, qui coupe l'Assemblée nationale, qui la rend impilotable, et qui est une loi dont on sait pertinemment que elle va résoudre certains
problème, mais elle sera pas efficace face aux vagues migratoires qui arrivent et qui vont arriver à coup sûr d'ici quelques années. Donc dans 5 ans ou dans 4 ans, on est bon pour remettre l'ouvrage sur le métier. Et qu'est-ce qu'on fait ? On va plus loin, toujours plus dans les idées du Front National. On sait que ça ne marche pas. Mais l'Italie est en train de l'expérimenter. Ça ne marche pas, ces solutions-là. Donc il faut peut-être changer. Enfin, il faut changer de logiciel. Moi, c'est pour ça que je me suis engagé avec Emmanuel Macron en 2017. C'est justement de sortir des idées toutes faites et d'essayer de changer de logiciel et de trouver des voies qui n'ont pas été explorées. Si c'est pour se mettre dans les pas du Front National, vaut mieux l'original à la copie, toujours. Oui, mais rappelons juste rapidement ce qu'a fait Madame Meloni. Elle s'est fait élire sur l'arrêt total de l'immigration. Après 1 ou 2 ans de pouvoir, elle vient d'annoncer, la semaine dernière ou il y a 15 jours, qu'elle était prête à accueillir maintenant 450 000 travailleurs migrants. Ce qui montre que tout d'un coup, dès qu'on est dans la réalité, les choses qu'on a décidées, qu'on a fait voter, ne sont pas si simples à mettre en œuvre, bien au contraire. C'est pour ça que le populisme est une aberration démocratique et c'est les extrêmes de toute façon n'ont aucune solution. Tu as raison. Mais après, si on reprend les éléments que Sophie évoquait dans la loi immigration, on voit qu'il y a des pays comme le Danemark, des pays proches, par exemple l'Espagne où il n'y a pas d'allocation familiale, il n'y a pas d'APL. Est-ce que les migrants qui seraient tentés par c'est le fameux appel d'air, hein, Jean-Luc, mais est-ce qu'en prenant des mesures comme celle-là où ils savent qu'il n'y aura pas d'aide, ça limitera quand même une forme d'immigration? Il y a des purs problèmes d'immigration. Le Danemark, c'est différent. Le Danemark n'est pas la même position géographique que l'Espagne ou la France. Donc on ne peut pas comparer ce qui n'est pas comparable. Mais l'Espagne a aussi des purs problèmes d'immigration, sans doute même encore plus importants qui peuvent l'être en France. Et en Italie, ils ont des purs problèmes aussi. On voit ce que ça a amené. Ça a amené l'extrême droite au pouvoir, qui n'a pas les solutions pour la gérer. Donc je veux dire, il faut comparer le Danemark ou la Suède, ça n'a pas de sens. Mais il faut aussi comparer. Il y a différentes formes d'immigration. On ne peut pas dire l'émigration. Il y a vraiment une immigration du travail, il y a une immigration qui s'intègre, etc. Il y a une immigration qui est vraiment contre la France. Enfin, je veux dire, ça existe et c'est réel. Et ça, c'est un vrai problème. Et donc, il ne faut pas mélanger les deux. Le rôle que nous n'avons pas joué. Excuse-moi. Le rôle que nous n'avons pas joué, la République française, c'est de mettre en place les capacités d'accueil pour la citoyenneté, d'accueil pour expliquer ce qu'était la République française par rapport aux différents migrants. Et qu'on a décidé, dans les années 80, de regroupement familial. J'étais d'accord avec cela. Il fallait mettre toutes ces structures d'accueil et de formation et d'éducation à la République française et à la citoyenneté. Ça n'a pas été fait par aucun gouvernement. Oui. Non, mais l'intégration et l'assimilation, effectivement, c'est un sujet, mais pour ça, il ne faut pas dépasser nos capacités d'accueil et d'assimilation. C'est une question de répartition, tu as raison, Jean-Baptiste. Encore une fois, il y a 2 débats. Je vois le tweet de Bernard Cazeneuve il y a quelques minutes. Ce qui s'est passé cette nuit à l'Assemblée nationale est triste et grave. Les Français ont voté pour éviter la politique de l'extrême droite, non pour l'avoir mise en œuvre cyniquement. Un nouveau rassemblement s'impose dans la clarté de nos convictions républicaines. C'est mon vrai problème. Mais ce n'est pas des arguments des années 80. Mais complètement. Mais non, c'est pas des arguments des années 80. C'est pas la même situation. On ne combat pas le RN en adoptant ces solutions. Le sujet n'est pas de combattre le RN, le sujet est d'intégrer des gens. C'est un danger pour notre démocratie et notre République. Mais c'est pas une loi qui a été écrite par le RN, c'est incroyable. C'est d'intégrer des gens et de le faire bien. Oui, on n'est pas en train, mais il faut quand même raison garder. On est là, je m'en fous complètement du RN. Ce que je veux, c'est que intégrer des gens qui sont intégrables, refuser des gens qui en France sont dangereux. Je veux qu'on réfléchisse à des solutions normales. Je me fous complètement du reste. Il y a des excellentes solutions dans ce projet de loi. Ce qui avait été porté par Gérald Darmanin au Conseil des ministres, c'était relativement mesuré. Il y avait sans doute des choses à améliorer et voilà. Sauf que depuis, ça a été transformé par le Sénat, puis par cette CMP avec, je dis, moi, le point d'achoppement, c'est à partir du moment où on touche à l'immigration en situation régulière. Est-ce qu'on combatte l'immigration irrégulière, c'est normal. On ne peut pas défendre quelqu'un qui est en dehors de la loi. C'est ça, c'est ce que j'allais dire. Non, on s'en fout pas, parce que justement s'attaquer à l'immigration légale, c'est le fonds de commerce du RN. Mais c'est la vérité. C'est obsessionnel pour vous. Pour eux, c'est obsessionnel, on est d'accord. Le sage montre du doigt, l'imbécile regarde le doigt. C'est exactement ça. Non, pas du tout. Non, c'est pas neutre du tout. Heureusement, ça sautera au Conseil constitutionnel. Donc tout ça pour ça.
Tout ça pour ça, oui. On clive une majorité, on rend un pays difficilement pilotable. Qui clive C'est le gouvernement a voulu de cette loi, quand même. C'est la course derrière le RN. Il s'est battu pour ça. Dans une majorité relative, on propose une loi. On sait bien que la loi qui est proposée ne sera pas forcément celle qui est retenue. Sinon, c'est encore à nouveau de 49.3. Ah, mais ça, bien sûr. Donc, c'est la démocratie, c'est le travail parlementaire. Sauf que quand on est élu, on a un mandat et on est élu sur un programme et que le programme de Renaissance et d'En Marche n'est pas le programme en 22. Le programme Renaissance est divisé en deux. Jean-Luc, bilan des courses. Bilan des courses, strictement rien n'aura été réglé. Non. Non. Et un auditeur me dit il n'y a pas de commentaire de Véran suite au Conseil des ministres. Est-ce que c'est pas étrange ? Oui, normalement, effectivement, il n'y a pas de conférence de presse, mais vu les circonstances très tendues, je pense que... peut-être ? Non, puis je suis pas sûr que ça soit dans la journée, à mon avis. S'il veut vraiment changer au fond, il va pas... C'est pas le genre à faire ça en une demi-journée. Non, puis même, de toute façon, il aime prendre le temps, voilà. Il n'y a personne à mettre, c'est pas comme ça que ça va se passer. Mais par contre, comme il y a une prise de parole du président ce soir, peut-être qu'effectivement, Olivier Véran veut pas forcément dévoiler la totalité de ce qui s'est dit. Voilà, mais écoutez, à suivre. Merci à tous les quatre. Tout de suite, c'est Alexis Poulain qui sera avec vous.